Bonjour à tous et merci beaucoup. Euh, Nous sommes quelle date aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 30e. Le 6, hein? Le 6 août. Voilà, nous sommes mercredi 5 août. Le dimanche, c'était quel jour? Le 2 août, non? Aujourd'hui, c'est le 5 août. Voilà, le 5 août. Il y a quelque chose que vous avez appris, le dialogue, un dialogue intercongolais, la version de Luanda. Il paraît que le président angolais aurait été sollicité pour organiser les dialogues. Parce que souvent le Congo a demandé à ce que les dialogues, qu'il y ait un intermédiaire. On a vu Kabila avait pris Ketumire Masire. Vous vous rappelez du Togolais, je crois Togolais, hein, Ketumire Masire qui avait lui aussi aidé à venir faire. Non, c'est Kodjo. Kodjo, c'était le Togolais. Ketumire Masire était pour autre chose. Hein. C'est Kodjo. Et Jeanne Kodjo, j'ai oublié le nom. Lui était venu pour les dialogues intercongolais. Alors, et ils ont préféré que l'Angola soit médiateur. Je vais revenir sur les analyses. Mais ce document est attribué, il paraît que c'est l'Angola qui aurait produit ce document. On ne sait pas si c'est vrai, et que ce document aurait été présenté au président de la République. Je n'ai pas de preuves, hein, mais nous lisons ça dans les journaux. Alors, voici ce que dit les documents. Voici les principales propositions de ce document. 1. 90 délégués au total, ceux qui vont faire le dialogue. 90. Majorité, 30. Opposition armée et non armée, 30. Société civile, 30. Regardez bien. Majorité, 30. Opposition armée et non armée, 30. Société civile, 30. La Constitution et ses dispositions intangibles ne seraient pas négociables pendant ces dialogues. La Constitution et ses dispositions intangibles ne seraient pas négociées pendant ces dialogues. 3. Les immunités des anciens chefs d'État et anciens responsables des institutions seraient respectées. 4. Un comité de sages serait chargé de la médiation et de la conciliation sous la direction de Joao Lourenço avec un facilitateur désigné par l'Union africaine. 5. La structure proposée inclurait notamment la CENCO, l'ECC, la société civile et les églises de réveil. Les documents proposent également un éventuel texte final intitulé « Pacte de Luanda » pour la réconciliation et les vivre ensemble en RDC. Pacte de Luanda pour la réconciliation et les vivre ensemble. Le président Félix Tshisekedi ferme la porte à toute légitimation du business des porteurs de l'agression génocidaire rwandaise. 1. Voici la réponse du président de la République. Le dialogue national ne sera ni un refuge pour les calculs politiques, ni une blanchisserie destinée à redorer l'image de Sauvons la RDC, C64, AFC, M23, Ensemble pour la République, qui ont cultivé l'ambiguïté face à l'agression. Ça, je suis sur la page de David Beillard. Hein? Je suis sur la page Facebook de David Beillard. Je pense qu'il va reconnaître ses écrits. 2. Il n'y a plus de place pour les faux patriotes. Ça, c'est la présidente de la République. Il n'y a plus de place pour les faux patriotes. Voilà le véritable message envoyé par le président Félix Tshisekedi qui a choisi la clarté. 3. Le dialogue national se fera entre Congolais à Kinshasa et non à Luanda. 4. La République démocratique du Congo n'a pas vocation à transformer un conflit armé en tribune politique pour ceux qui contestent son autorité par les armes. On ne peut pas transformer un conflit armé en tribune politique pour ceux qui contestent son autorité par les armes. Vous avez pris les armes et vous voulez maintenant vous transformer en politicien et le gouvernement vous donne le feu vert. Non. Cette ligne rouge n'est ni un caprice, ni une posture. C'est une question de souveraineté nationale. Ou alors le pays est souverain, ou alors nous ne le sommes pas. Ce sont les autres qui doivent décider pour nous, ou alors c'est nous qui décidons pour notre destin. 6. L'histoire retiendra que, ça c'est l'histoire, retiendra que ceux qui ont défendu la République, l'histoire retiendra ceux qui ont défendu la République, mais elle retiendra aussi
ceux qui ont préféré les calculs politiques à l'intérêt supérieur de la nation. 7. Signalons qu'après avoir mis fin à la coalition FCC-Cash, Félix-Antoine Tshisekedi a retrouvé les leviers nécessaires pour accélérer plusieurs réformes structurantes. Ça, c'est David Beillard maintenant qui fait son commentaire. Gratuité de l'enseignement primaire, programme de développement local de 145 territoires, santé universelle, modernisation de l'administration, renforcement de la présence diplomatique de la RDC, loi pluriannuelle de programmation militaire, loi pluriannuelle de programmation de la police. Dans cette logique, beaucoup estiment qu'il serait incohérent de reconstruire aujourd'hui des compromis politiques susceptibles de ralentir cette dynamique qui a déjà commencé. On vient de former une nouvelle armée. Et demain, vous avez des généraux qui viennent de la rébellion, qui commencent à les commander. Imaginez quelqu'un qui n'était même pas général, il n'a même pas étudié, il n'a même pas suivi la formation, on les nomme général. Il commence à commander une armée formée en Égypte, formée en Israël. Est-ce que ça va encore tenir? N'est-ce pas faire revenir le pays en arrière? Au moment où la nation fait face à une crise sécuritaire. Alors, ça c'était David Beillard. Il commentait sur un document attribué à l'Angola. Est-ce que c'est l'Angola qui a fait ce document? C'est peu importe. Supposons que c'est l'Angola qui l'a fait. Mais notre problème est celui-ci. Il y a une confusion qui se trouve dans la tête de beaucoup de gens. N'est-ce pas? Les gens eux-mêmes disent ceci. On ne touche pas à la Constitution. Si on ne touche pas à la Constitution, Kabila ne peut pas revenir comme président de la RDC parce qu'il a déjà fait son mandat d'après cette Constitution. Le président Félix Tshisekedi ne peut pas se représenter comme candidat à l'élection. 2. Si on tient cette Constitution, d'après cette Constitution, c'est lui qui a pris les armes contre la République. Il est condamné, n'est-ce pas? D'après cette même Constitution. Mais alors, si on ne va pas toucher à la Constitution, donc si je comprends bien, le dialogue, c'est dire au président Félix Tshisekedi, tu ne vas pas te représenter aux élections. Mais en même temps, le président Félix Tshisekedi annule tous les crimes que les FC M23 ont fait. Mais toi, tu ne te représentes plus aux élections. Ce n'est pas un dialogue, c'est une imposition. On ne dialogue pas, on impose. Parce que quand vous êtes en train de dire, on ne touche pas aux articles intangibles, d'accord, on ne touche pas. Mais aussi, on ne justifie pas les criminels. C'est ça le dialogue. Donc le dialogue, c'est suffit seulement de dire au président Félix Tshisekedi, tu ne vas plus te représenter en 2028. Mais tu remets Kabila au pouvoir, même s'il a commis des crimes. Tu remets Nanga, tu remets les droits de Nanga, de Maurice Diarugabou. Même s'ils ont tué, ils ont fait quoi? Même s'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ils sont pardonnés. Mais toi, là, tu ne te présentes plus aux élections. Ce n'est plus un dialogue. C'est une imposition d'un agenda caché. Et c'est ça que le président Félix Tshisekedi a dit non, le dialogue se fait ici. Vous avez déjà pris les armes. On continue la guerre. Parce que on vous a dit depuis longtemps, arrêtez la guerre, allez au cantonnement. Comme ça, trouvez un moyen de combattre. Pendant qu'on parle, vous menacez de prendre le Maniema. Pendant qu'on parle, vous menacez de prendre le Katanga. Pendant qu'on parle, on est en train de négocier. Vous envoyez des soldats secrètement, en train de combattre chaque jour, en train de prendre des villes chaque jour. Et vous venez ici, négocions. Non, il ne faut pas être hypocrite quand même. Et puis la dernière chose, est-ce que vous pensez que si on acceptait ça, tout ça là, si on acceptait, Kagame va quitter la RDC? Ceci va terminer la guerre en RDC. Il y a un problème que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les enjeux de cette guerre, c'est d'abord faire partir Kagame. Et puis nous venons négocier. Sinon, même si nous négocions à Luanda, Kabila revient ici. Qu'est-ce qui rassure que Kagame va quitter la RDC? Il a déjà 18 000 soldats en RDC. Au lieu de réfléchir comment on peut faire partir Kagame, non, on ne réfléchit pas sur ça. Seulement, on doit réfléchir comment faire revenir les autres, qu'ils retrouvent leurs droits. C'est-à-dire, si ces gens retrouvent leurs droits, directement Kagame quitte le pays. Donc, je ne comprends pas. Kagame refuse, les États-Unis imposent à Kagame de quitter la RDC. Il refuse. La France dit à Kagame de quitter la RDC, il refuse. C'est seulement le dialogue de Luanda qui va dire à Kagame de quitter, Kagame va accepter. Donc Kagame est prêt à accepter les dialogues de Luanda et il est prêt à refuser tout ce que les Américains ont dit. Il refuse les dialogues des États-Unis. Kagame refuse. C'est seulement les dialogues de Luanda que Kagame va accepter. Ou alors on connaît ce qu'on fait, ou alors on ne connaît pas ce qu'on fait. Nous sommes en guerre, le pays est agressé par le Rwanda. Terminons d'abord l'agression du Rwanda. Et puis nous allons venir négocier. C'est tout ce qu'on vous propose, ça ne coûte rien. Patientez, Félix a encore 2 ans. Félix n'a pas glissé. Ici, pour le moment, nous n'avons pas une crise institutionnelle. Il n'y a pas un problème, quelqu'un qui a dépassé les mandats pour qu'on commence à l'obliger de ne pas se représenter. Il a 2 ans. Je dis bien 2 ans. Félix va quitter le pays
au mois de décembre. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être encore très nombreux ce soir pour suivre ce lundi ici, 5 août 2000, mardi 5 août de mercredi. Mercredi 6 août, hein? C'est ça, non? Le 2, le 3, le 4, le 5. Voilà, nous sommes le 5. Le 5 août 2026. Je vais vous lire une citation. Nous ne savons pas d'où sont venus les courants contraires qui ont tout renversé. C'est avec une pointe de regret à peine voilée que James Kabarebe, figure clé de l'appareil sécuritaire et diplomatique rwandais, est revenu sur la dégradation spectaculaire des relations entre Kinshasa et Kigali. Les déclarations sont de James Kabarebe. James Kabarebe, c'est l'un des pions, des tenants, l'un des cerveaux concepteurs de la tuerie de l'Est. Donc c'est l'un des maîtres de guerre qui a fait la terreur dans l'Est de la RDC. Ce n'est pas moi, c'est d'après les rapports de l'ONU. C'est l'ONU qui a fait ce rapport, que toute la machine M23, c'était lui qui était le cerveau moteur. C'était lui qui organisait tout et qui faisait tout. Alors nous allons essayer un peu d'analyser ce qu'il a déclaré. Suivons ensemble. Selon le ministre rwandais chargé de la coopération régionale, les bases de la relation entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'annonçaient pourtant sous les meilleurs auspices lors de la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi, du président congolais en 2018. À l'époque, alors président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame effectue plusieurs gestes symboliques forts en direction du nouveau président congolais, notamment par une présence remarquée aux obsèques de son père Étienne Tshisekedi. Mais au-delà des symboles, le président rwandais s'investit personnellement pour introduire les nouveaux venus sur la scène internationale. Les capitales occidentales ne les connaissaient pas. Les organisations internationales et militaires non plus. En tant que voisin, le président Kagame l'a recommandé et présenté partout, affirme James Kabarebe. Cette diplomatie de proximité se traduit rapidement sur le plan pratique. Multiplication des consultations stratégiques entre services de défense et de renseignement et ouverture de liaisons aériennes directes de Rwanda vers Kinshasa. Une dynamique prometteuse, aujourd'hui balayée, tout en déclinant toute responsabilité de son pays dans le déclenchement des hostilités actuelles. Les dirigeants rwandais disent regretter l'apparition soudaine de courants contraires venus couper l'élan de cette coopération naissante. Donc Kabarebe est en train de regretter en montrant que lui n'a pas de problème. C'est Félix qui est le problème de toute cette guerre. Alors, on va vous rappeler un peu. Pour comprendre pourquoi James Kabarebe a dit ça, il faudra qu'on vous rappelle un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Parce que si on ne vous rappelle pas l'histoire, vous n'allez pas comprendre pourquoi Kabarebe a dit ça. Rappelons-nous un peu, juste une petite histoire. On va lire un peu une petite histoire, comment les choses s'étaient passées. Pour comprendre l'amertume exprimée par James Kabarebe, il convient de retracer la trajectoire diplomatique entre la RDC et le Rwanda depuis 2018. En 2019 et 2020, arrivé au pouvoir dans un contexte d'alternance contesté, le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Félix Tshisekedi privilégie les rapprochements avec Kigali. Il autorise l'armée rwandaise à mener des opérations conjointes ou ciblées à l'est de la RDC contre les FDLR, rebelles hutus rwandais. Le président avait autorisé dès qu'il est entré au pouvoir. Tandis que la coopération économique s'accélère avec les accords d'exploitation minière et de développement des liaisons aériennes. Le président Félix Tshisekedi est parti voir Kagame et dit non, nous pouvons travailler ensemble. Non, moi, mon problème, ce sont les FDLR. Alors là, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Je t'autorise à traquer les FDLR. Et vous savez que pendant ce temps, il y avait FCC Cash. Les FCC travaillaient déjà avec Kagame.
Donc c'était normal que Félix travaille aussi avec Kagame, parce qu'il y avait une alliance avec le FCC. Vous comprenez? Alors, le président a autorisé même aux Rwandais de venir traquer le FDLR. Une bonne volonté. Alors, qu'est-ce que le président va remarquer? Le président va remarquer que, au-delà de tout ça, Kagame était en train de jouer un autre jeu que Félix ne maîtrisait pas. Oh, le président Félix a commencé à s'imprégner du terrain. Mais c'est le monsieur avec qui j'ai parlé. Mais c'est le monsieur avec qui nous avons discuté sur ça. Mais pourquoi il fait encore ça? Mais pourquoi il amène l'interview encore? Kigali dément catégoriquement et accuse en retour l'armée congolaise FARDC de s'allier directement au FDLR, constituant selon lui une menace directe pour sa sécurité. Vous voyez? Donc le tournant a commencé quand en 2021, lorsque le mouvement rebelle du M23, c'est là que Tshisekedi a été surpris. En 2021, Tshisekedi voit le M23 renaître. Il reprend les armes dans le nord Kivu. Kinshasa accuse rapidement le Rwanda. Il dit non, c'est le Rwanda qui soutient le M23 logistiquement et militairement des insurgés pour déstabiliser le reste du Congo afin de profiter des minéraux. C'est là que le problème va commencer. Kagame va nier. Je ne suis pas avec ça. Ce n'est pas mon problème. Les M23 sont congolais. Vous comprenez? C'est comme ça que l'histoire s'est passée. Tout a commencé en 2021. Kagame lance les M23. Mais il demande. Il dit, je ne suis pas avec les M23. Aujourd'hui, après combien d'années? 2021, nous sommes en 2026. 5 ans après, il va reconnaître que non, les M23, c'est moi qui suis dedans. Les rapports de l'ONU, des États-Unis, ont démontré noir sur blanc que c'est Kagame qui est derrière les M23. Mais alors, comment aujourd'hui Kabarebe peut sortir pour regretter? Aujourd'hui, alors que plusieurs rapports des experts des Nations Unies et diverses chancelleries occidentales confirment le soutien rwandais et la présence de troupes de Kigali aux côtés de M23 dans le nord Kivu, la sortie de James Kabarebe s'inscrit dans quel narratif? Quel est l'objectif? Il voulait accuser Félix. Mais alors, les Nations Unies ont confirmé ce que Félix a dit. Maintenant, il se pose encore la question, qui a amené les courants contraires? Qui a amené les vents contraires des relations entre Kinshasa? Mais c'est lui-même, Kagame. Je ne sais pas si James Kabarebe voulait accuser Kagame, ou bien il voulait mettre à nu Kagame, parce que les rapports de l'ONU sont là. N'est-ce pas? Kabarebe, il veut changer le narratif visant à faire porter la responsabilité exclusive de l'impasse politique et sécuritaire actuelle sur les revirements stratégiques de Kinshasa. Comme Kinshasa a changé, comme Kinshasa a refusé de coopérer, de faire leurs besoins, alors ils ont voulu accuser que non, tout ça c'est Tshisekedi qui est à la base. Mais alors, la question n'est pas encore là. Pourquoi aujourd'hui Kabarebe doit sortir pour dire ça? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il poursuit derrière ça? Premièrement, c'est pour justifier leurs échecs devant le Rwandais. Ils ne comprennent pas. Au fait, ils ne savent pas dire, vous savez, certaines choses, hein, vous posez des actes, mais vous montrez aux Rwandais que non, la guerre ici, nous sommes en train de poursuivre les FDLR. Mais en réalité, vous êtes en train de montrer aux Rwandais que nous avons le coltan. Mais au moment où nous parlons, les robinets commencent à se fermer. Qu'est-ce que vous allez dire aux Rwandais à qui vous aviez dit que vous aviez des mines de coltan? Ils doivent maintenant tout justifier devant la population rwandaise. Au fait, de plus en plus, le Rwandais commence à ouvrir les yeux sur les mensonges qui a été perpétré. Le monde entier avait cru en Kagame. Kabarebe est obligé de justifier pourquoi aujourd'hui Rwanda ne va plus à Kinshasa. Pourquoi aujourd'hui il y a des peines? Pourquoi nous recevons des sanctions? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Kabarebe veut dire que non. Si c'est ce qui s'est passé, nous on n'a rien fait. C'est Tshisekedi qui a tout fait. Donc les M23 ce n'était pas vous. Non, ce n'était pas nous les M23. C'est Tshisekedi qui a tout provoqué. Ils veulent justifier aux Rwandais. Parce que la pression commence à venir de l'interne. Il faudra convaincre maintenant les Rwandais pour qu'ils croient au discours de Paul Kagame. Parce que sinon, ça risque de chauffer. Les Hutus et tous ceux qui sont là, la population, certains Tutsis, commencent à découvrir la vérité. Ils disent, nous avons été trompés. Nos enfants sont morts. Deuxième chose, comment ils vont justifier la mort de tous ces jeunes Rwandais qui sont morts à l'Est? Ils vont dire que c'était les FDLR. L'ONU vient de dire que les FDLR n'existait pas. C'était une fausse histoire. Mais là, pourquoi alors les jeunes Rwandais sont morts? Ils sont obligés de tout justifier maintenant. Sinon, la population risque de se révolter. Voilà les cadres dans lesquels James Kabarebe parle.
Attendons voir. Si c'est pour la guerre, il ne faut pas y compter. Ils ne peuvent plus rien faire.